individualiste, illégaliste, anarcho-syndicaliste, plateformiste, anarchiste chrétien ou encore anarcho-primitiviste, l'anarchisme a presque autant de sensibilité qu'il n'a de figure. Et s'il semble aujourd'hui minoritaire, on oublie qu'il fut un temps où il domina le monde. Et pourtant, au sortir de la Première Guerre mondiale, en Europe, l'anarchisme semblait avoir perdu presque toute son influence. Ce n'étaient pas seulement les attentats des propagandistes par le fait, ni même la proclamation à corps et à cri des lois scélérates qui l'avaient rendu inaudible, mais bien plutôt les bombes qui de Verdun à la Somme, en passant par le chemin des Dames, en assassinant dans certains pays près du tiers des travailleurs, avaient réduit au silence la masse des militants. Sans parler de ces millions d'amputés, de traumatisés, de gueules cassées, pour lesquels la révolution n'était plus une priorité. Mais à la périphérie des grands pays industrialisés, au pourtour du monde occidental, les anarchistes ont survécu. Ils se rassemblent aux marges des empires, reprennent les armes et essaient partout de faire triompher leur idéal. Or, face à une réaction qui, elle aussi, a de nombreux visages, les libertaires ne peuvent plus seulement imaginer de douces utopies. Dans cet entre-deux-guerres fécond, où le capitalisme enfante ses deux bêtes immondes, stalinisme et fascisme, face à l'hydre totalitaire qui généralise un peu plus le vol et industrialise la mort, ils doivent mener une guerre sur tous les fronts et plus que jamais prouver dans les faits l'efficacité de leurs pensées. C'est ainsi que les anarchistes ont pu conduire, sans que l'on s'en souvienne toujours, certaines des plus grandes révolutions du XXe siècle et écrire, en lettres rouges et noires, une nouvelle page de notre histoire. Depuis 50 ans, sur le continent américain, les anarchistes innervent toujours le corps social. Ils sont organisés au sein des Industrial Workers of the World qui ont étendu leurs branches du Canada jusqu'en Australie. Ils combattent au sein de la FORA, la grande fédération ouvrière argentine, et en Bolivie, ils donnent à la FOI le drapeau noir et rouge comme emblème. Ils conduisent des défilés de masse au Chili ou comme ici, la FORU qui fait une démonstration de force dans les rues de Montevideo. Ils tiennent les docks dans les Caraïbes, s'opposent aux jeunes républiques bananières et luttent pour l'indépendance à Cuba ou Puerto Rico. Aux États-Unis d'Amérique, qu'ils défilent en patins à roulettes contre le chômage ou contre la guerre en arborant eux aussi des drapeaux à tête de mort, ce sont les anarchistes et non les communistes qui inspirent aux autorités, malgré la dénomination de Red Scare, une véritable peur noire. En 1917, au cours d'une nouvelle chasse aux sorcières, de gigantesques rafles ont été organisées. Des milliers de révolutionnaires sont arrêtés préventivement, promenés dans l'archipel carcéral et finalement déportés sur le paquebot Bufford, ici plus subtilement renommé Arche des Soviets. Et comme le pays de la liberté craint plus que tout les libertaires, c'est sur des airs de ragtime, avec des sourires et des dessins animés, que la propagande se diffuse. Des dessins animés qui amalgament la vermine anarchiste et bolchevique et l'assimilent à des rats qu'il s'agit d'exterminer. Des dessins animés signés par un joyeux capitaine d'industrie qui finira tout de même par avoir des tendresses pour le parti nazi. Il faut savoir que les États-Unis sont un pays où la guerre aux organisations syndicales et au mouvement ouvrier a été d'une dureté qui n'y a que très peu d'égal dans le monde occidental. Alors, la dureté avec laquelle les pouvoirs, en collaboration souvent avec la mafia, tu sais, c'est réel là, ce que je raconte, ils ont collaboré avec la mafia pour casser les syndicats, pour casser le mouvement ouvrier. Il y a une répression très forte qui s'abat aux États-Unis, en particulier auprès de l'immigration italienne, qui est anarchiste, qui était composée à ce moment-là essentiellement par des courants dits anti-organisationnels et qui étaient partisans de favorables, disons, y compris à des expropriations, des hold-up, etc. Et donc les autorités vont profiter aussi de cette situation pour criminaliser, bien évidemment, ces militants, et Sacco et Vanzetti en feront les frais. Sacco et Vanzetti étaient deux anarchistes qui appartenaient à la base des militants. Et jamais l'histoire n'aurait retenu leur nom s'il ne leur était arrivé ce qui leur est arrivé.
Ils étaient adeptes de Luigi Galliani, le théoricien italo-américain de la propagande par le fait, qui ne croyait pas au syndicalisme. Ils pensaient que les organisations syndicales étaient néfastes, parce qu'elles avaient une structure hiérarchique, bureaucratique, et qu'elles finissaient par devenir un frein à la révolution. Ils ne croyaient donc pas au rôle révolutionnaire du syndicat. Ce qu'ils prônaient, c'était plutôt l'insurrection. Et il essayait de la faire naître avec des actions d'éclat. Plusieurs dizaines d'attentats avaient été dirigés contre les représentants du pouvoir, comme le milliardaire Rockefeller ou le général à Tournai Mitchell Palmer, qui contemple ici les dégâts depuis sa fenêtre. Les regards des autorités s'étaient naturellement tournés vers le mouvement qu'animait alors Luigi Galliani, un partisan de la propagande par le fait. Dans son journal Cronaca Sovversiva, cet avocat de formation prenait en effet l'usage direct, immédiat et individuel de la violence. Son opuscule, Le salut est en vous, avait d'ailleurs connu un certain succès qui se présentait comme un petit manuel de fabrication de bombes à l'usage de toute la famille prolétarienne. Et son mouvement, depuis quelques années, avait pris de l'importance dans la communauté italienne. Sacco et Vanzetti appartenaient à cette tendance. Ils croyaient à la révolution par tous les moyens, au plus vite. Mais quand on les arrête, ils ne savent pas pourquoi on les arrête. Ils croient que c'est parce qu'ils sont anarchistes. Ils restent donc très évasifs, ils ne répondent pas vraiment aux questions. Et cela sera utilisé contre eux durant leur procès. Aux marches du palais de justice de Boston, où se pressent curieux et journalistes, on accuse en réalité le petit cordonnier et le vendeur de poissons d'être les auteurs de braquages qui ont fait 2 morts à la fin de l'année 1919. Bien que leur casier judiciaire soit vierge, leur anarchisme sert de preuve à charge et dans le crépitement des flashs, le fait divers se change en affaire politique. Leur affaire est vite devenue un cas emblématique. Il y a une mobilisation extrêmement large en leur faveur. Et ce mouvement, petit à petit, s'étend au monde. Le mouvement pour sauver Sacco et Vanzetti n'est pas porté seulement par des anarchistes, mais aussi par des libéraux, des syndicats, qui sont convaincus que les charges retenues contre eux sont très légères. Et c'est effectivement le cas. Sur le sol américain, les anarchistes essaient d'obtenir la libération des 2 prisonniers par tous les moyens. Les bombes d'abord, comme lors de l'attentat de Wall Street, premier attentat à la voiture piégée de l'histoire qui fait 38 morts et 200 blessés, mais sans grand résultat. Par la bataille juridique encore, qui, avec le jeu des appels, contre-enquêtes, nouveaux procès, parvient, malgré leur condamnation à mort, à retarder l'exécution pendant 7 ans. Par l'agitation médiatique enfin, avec des comités de défense qui voient le jour un peu partout. Mais si ces campagnes en faveur de Sacco et Vanzetti sont initiées par les anarchistes, aussi déconcertant que cela puisse paraître, ce sont ceux qui, de l'autre côté du globe, sont devenus leurs pires ennemis, qui prennent à ce moment leur défense. C'est tout de même une vraie ironie que ce soit les communistes qui aient adopté leur cause. Car au même moment, les communistes exécutaient et emprisonnaient des anarchistes en Union soviétique. Ils ne pouvaient donc pas avoir de sympathie pour les idées de Sacco et Vanzetti. On sait aujourd'hui qu'effectivement c'est à Moscou que la décision a été prise d'instrumentaliser le martyre de Sacco et Vanzetti pour en faire effectivement le symbole de la répression bourgeoise, de la répression capitaliste dans l'État qui symbolise le grand capital, c'est-à-dire effectivement les États-Unis d'Amérique. Ça avait aussi pour but de permettre aux staliniens d'accumuler une sorte de capital moral. Ils s'attiraient la sympathie des travailleurs en défendant ces hommes qui risquaient la mort. Mais c'était bien une instrumentalisation de l'affaire Sacco et Vanzetti pour mieux servir leurs propres intérêts. Et ça, c'est vraiment triste. Inconsciente des tentatives de manipulation et sensible aux injustices faites aux anarchistes, la base des militants communistes ne ménage d'ailleurs pas ses efforts. Depuis la place de la République en France, jusqu'à Tokyo en passant par Berlin, Sofia, Assomption et Trafalgar Square au Royaume-Uni, ils s'opposent eux aussi à l'exécution de Sacco et Vanzetti.
rien n'y fera. Malgré cette immense mobilisation, ils sont exécutés par la chaise électrique en 1927 après que leur appel a été rejeté. Et ceci a un effet dévastateur sur le mouvement anarchiste. Le mouvement anarchiste est brisé aux États-Unis. Et on ne le reverra plus, au moins avant les années 60. Il faudra en effet attendre longtemps pour que, dénoncées les manipulations et reconnues les instrumentalisations, le gouverneur du Massachusetts réhabilite officiellement les deux hommes en déclarant que tous les déshonneurs devaient être enlevés de leur nom pour toujours. Et 50 ans après leur condamnation à mort, grâce à John Baez qui chante sur un air composé par Ennio Morricone les dernières paroles de Vanzetti, la marche funèbre des anarchistes pouvait devenir un hymne mondial pour la justice et la liberté. L'anarchisme subit alors une diaspora énorme. Diaspora des anarchistes russes, diaspora des anarchistes nord-américains, diaspora des anarchistes italiens. Beaucoup sont venus naturellement en France, parce que la France n'était pas une dictature, c'était encore une démocratie libérale. Et ils ont donc émigré en France. Le mouvement anarchiste, qu'il avait espéré pouvoir faire triompher la révolution au lendemain de la guerre mondiale, en fait, se trouve battu sur toute la ligne. Et la question se pose, pourquoi nous avons été battus ? Paris est redevenu le centre du monde. Ce sont les années folles. Montparnasse a pris le relais de Montmartre. Dans la lumière colorée des premiers néons, à la Rotonde, au Dôme ou au Select, dans la lignée de Courbet, Pissarro ou Seurat, les artistes sont inspirés par la pensée libertaire. Que l'on songe à Duchamp, qui se dit un artiste, à certains membres du mouvement Dada qui publient leurs travaux dans des journaux libertaires, aux premiers surréalistes qui pouvaient affirmer avec Breton qu'un monde anarchiste, un monde surréaliste, c'est la même chose. Que l'on pense aux peintres émigrés russes réfugiés dans la ruche, aux écrivains anglo-saxons, ou même à ces inclassables que sont Léo Mallet, le jeune Jean Dubuffet, Jean Vigo et Jean Cocteau, l'anarchisme souffle sur les arts son vent de liberté et de révolte. Mais loin des banquettes de Moleskine, au lendemain de l'armistice, le mouvement ouvrier, avec son 1,5 million de morts et ses 4 millions de mutilés, a payé très cher les folies de quelques-uns. Et dans l'ivresse patriotique qui suit la victoire, il se détourne peu à peu de l'anarchisme. Là, il y a vraiment une rupture de culture qui est liée à 4 ans de société totalement militarisée. Tout ça ne favorise pas le développement de l'anarchisme et c'est pas, à mon avis, un hasard si la forme de parti ouvrier qui va naître après la Première Guerre mondiale, c'est le bolchevisme, c'est-à-dire une structure hiérarchique qui ressemble à la structure de l'usine et à la structure de l'armée. Dans les années 1920, malgré les grandes grèves menées par les syndicalistes révolutionnaires, la société française et le mouvement ouvrier sont en effet en train de céder lentement, mais irrémédiablement, à de nouvelles sirènes. En fondant le Parti communiste à la suite du congrès de Tours, les marxistes-léninistes français, renforcés par la prise de pouvoir des bolcheviks en Russie et la création du Comintern, séduisent les prolétaires. Ils gagnent du terrain sur les anarchistes, s'emparent de leur structure, se réapproprient leurs martyrs et spolient leurs symboles. Comme l'Internationale, qui devient, amputé de quelques vers gênants, l'hymne de l'Union soviétique. Cette lutte, engagée par les léninistes un peu partout, fait ici aussi ses victimes. 2 anarchistes sont par exemple assassinés dans de violents combats de rue pour la prise de contrôle de la maison des syndicats. Mais comme si cela ne suffisait pas, au sortir de la guerre, les anarchistes voient se dresser devant eux une nouvelle menace. Car pour égarer un peu plus les travailleurs, fasciner le sous-prolétariat et rassurer la petite bourgeoisie, le capitalisme a en effet décidé d'arborer son masque le plus spectaculaire, le fascisme. Ils avaient participé à la guerre
Et ils avaient retenu la leçon la plus néfaste de la guerre, celle de la violence. Mais à la différence de la violence révolutionnaire de gauche, la violence fasciste est plus professionnelle. Parce que les fascistes ont compris à la guerre que la violence doit être organisée. Cette organisation grandissante des fascistes dans et par la violence s'accompagne d'une tentative de récupération des symboles de l'anarchisme, comme le fait l'Action française présidée par Charles Maurras. Elle crée le cercle Proudhon, du nom du père fondateur de l'anarchisme, afin d'attirer les ouvriers dans son giron. Il deviendra le berceau du fascisme à la française. Ou comme le fait Benito Mussolini, un ancien instituteur et journaliste qui fonde le Parti national fasciste et revêt ses jeunes milices de chemises aux couleurs noires de l'anarchie. Ce fils d'un socialiste révolutionnaire a d'ailleurs fréquenté certaines personnalités du mouvement, comme Leda Raffanelli, la militante italienne convertie à l'islam, avec laquelle il eut dans sa jeunesse une brève histoire d'amour. Et sans doute est-ce là d'ailleurs l'origine de la légende tenace, selon laquelle le Duce, avant la guerre, aurait été anarchiste. J'ai une anecdote exceptionnelle qui va vous donner une idée du flair de Malatesta. En 1913, Malatesta revient en Italie. Il va à Milan et là, il rencontre Mussolini pendant 1 heure. À la fin, ils se saluent et un ami de Malatesta demande « Alors, que penses-tu de Mussolini ?» Malatesta répond « Ce n'est pas un socialiste, c'est encore moins un anarchiste, c'est un révolutionnaire qui fera beaucoup de chemin. » Oui, c'est vrai que Mussolini avait traduit le livre sur la grande révolution française de Kropotkin, mais il n'a jamais été anarchiste, absolument jamais. Et à la suite de Malatesta, les anarchistes ne s'y trompent pas, qui s'opposent aussitôt violemment à l'avènement des nouveaux despotes. Ils sont même les seuls à en combattre la menace, les armes à la main. Comme en Italie, où Michele Schirru, Angelo Sbardellotto ou Anteo Zamboni, qui finira lynché par la foule, fomentent chacun leur tour des tentatives d'assassinat de Mussolini. En Espagne, c'est le dictateur fasciste Primo de Rivera qui est visé, tandis qu'en France, l'héroïque Germaine Berton abat le rédacteur en chef de l'Action française. Alors que sévit aux États-Unis d'Amérique un véritable régime d'apartheid, il n'y a que les libertaires des IWW pour affronter, dans la rue, les milices racistes du Ku Klux Klan. Et l'on oublie que si l'anarchiste conseilliste Marinus van der Lubbe incendie le Reichstag, c'est parce qu'il est devenu l'antichambre de l'hitlérisme. Mais pour la majorité du mouvement, la réponse individuelle n'est plus adaptée. Et c'est au cours des débats sur la constitution des premiers fronts antifascistes qu'ils exposent ce qui est, selon eux, la seule réponse possible à la menace. Très schématiquement, pour les fronts antifascistes, il y a cette histoire du moindre mal. Si le mal principal, c'est le fascisme, il faut tous s'unir contre le fascisme, et quand le fascisme aura été vaincu, on se battra entre nous, de manière dialectique, sur les différentes manières d'organiser la société. Les anarchistes n'acceptent pas cela. Ils pensent que s'il faut combattre le fascisme militairement, il faut aussi le combattre avec une révolution sociale. Pour eux, le seul moyen d'éradiquer le fascisme, c'est à travers la révolution qui sapera les bases économiques et sociales du fascisme. En juin 1926, à Paris, un texte paraît qui s'intitule « Plateforme d'organisation de l'Union générale des anarchistes ». C'est un coup de tonnerre dans le petit monde libertaire. Non seulement pour l'appel qu'il lance à l'unité d'un mouvement qui s'est toujours montré rebelle à toute forme d'organisation, mais encore pour le nom de son principal signataire, un revenant des vallées de cendres et de larmes d'Ukraine qui travaille désormais enchaîné aux lignes de montage chez Renault, dont le corps n'est plus qu'une longue cicatrice, Nestor Makhno. Makhno arrive à Paris après avoir goûté à l'internement en Roumanie, aux prisons polonaises, etc. Il arrive donc dans une période où à la fois les idéaux révolutionnaires sont quand même en déclin, parce que la période n'est plus tellement à ça nulle part en Europe, et où par contre l'image de l'URSS est assez positive pour que le mouvement communiste se soit constitué là-dessus, et donc le mouvement anarchiste se retrouve extrêmement marginalisé. Par rapport à ça, vous avez des anarchistes qui estiment que, à l'origine de cette défaite, c'était l'absence d'organisation, ou de concertation, plus exactement, des anarchistes entre les eux. Et c'est le point de vue qui est défendu
par ce qu'on appelle les macnovistes, c'est-à-dire les partisans de Makhno, qui vont développer avec Archinov des documents dans lesquels ils se déclarent favorables à la constitution d'une organisation anarchiste structurée, fondée sur le principe de la responsabilité collective, que pour eux c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir reprendre le combat et l'emporter. L'anarchisme n'est pas une belle fantaisie, ni une idée abstraite de philosophie. Il est un mouvement social des masses laborieuses. Il doit rallier ses forces en une organisation générale et permanente, comme l'actualité et la stratégie de la lutte sociale l'exigent. La plateforme publiée ci-dessous représente les grandes lignes, le squelette d'un tel programme. Elle doit servir de premier pas vers le ralliement des forces libertaires en une seule collectivité révolutionnaire active, capable d'agir. Il est temps pour l'anarchisme de sortir du marais de la désorganisation. Vive le mouvement anarchiste organisé. Vive l'union anarchiste générale. Vive la révolution sociale des travailleurs du monde. Certains ont pu lire la plateforme comme une volonté d'imiter le parti bolchevique. Mais c'est en réalité une transposition de ce qu'a été la Makhnovtchina comme groupe anarchiste. C'est-à-dire que c'est une élimination de l'anarchisme de tendance artistique, de la tendance individualiste ou de l'anarchisme terroriste. C'est vraiment la lutte des classes menée par des groupes armés. Au lieu de favoriser le rassemblement du mouvement anarchiste, l'appel de Makhno provoque surtout un de ces interminables débats dont les libertaires ont le secret. Des réponses fusent du monde entier. On s'oppose, on polémique, on synthétise. La confusion s'installe. Tout cela ne fait que renforcer Makhno et les siens dans leur conviction qu'il faut unir et discipliner un peu plus les anarchistes. Il décide de rassembler ses partisans à La Haye-les-Roses, dans la banlieue parisienne, lors d'une conférence internationale qui se tient le 20 mars 1927 au cinéma Les Roses. Au nombre des participants, on compte des anarchistes russes, des Italiens, des Polonais, des Bulgares et même des Chinois, dont le romancier Bajin. Mais c'est particulièrement la situation de l'Espagne qui intéresse Makhno à ce moment-là. Pourquoi l'Espagne? C'est beaucoup posé la question. Peut-être parce qu'on ne les aime pas, les anarchistes, ça c'est Léo Ferré qui dit ça, mais beaucoup plus concrètement, c'est parce que l'Espagne, c'est un pays où le socialisme naît anarchisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une tendance du socialisme, mais en Espagne, le socialisme est anarchiste, point. L'anarchisme en Espagne n'a pas seulement une origine populaire, comme en France ou en Italie, mais une véritable base populaire. Une base populaire de milliers, de centaines de milliers de militants. Une base populaire dont provient un mécanicien anarchiste d'une trentaine d'années qui en séjour s'est réfugié à Paris et retient l'attention de Makhno. Il s'appelle Buonaventura Durruti. Il partage leurs expériences, évoque les échecs passés, parle des possibilités nouvelles. Durruti lui dévoile son passé terroriste, lui raconte l'organisation déjà ancienne du mouvement anarchiste en Espagne et lui dit des espérances révolutionnaires en Catalogne ou dans les plaines d'Aragon qui ressemblent tant aux steppes d'Ukraine. Impressionné par le courage, l'intelligence et la détermination de l'Espagnol, Makhno lui livre son testament politique et promet que si la révolution éclate en Espagne, il viendra combattre à ses côtés. Ce que les anarchistes défendent, veulent, ce à quoi ils aspirent, c'est un idéal très élevé, mais qui demande une longue préparation. Alors, en Espagne, on a vécu ça. Il y a eu 70, plus de 80 ans de préparation à la guerre d'Espagne. Donc, quand la révolution éclate en Espagne, les gens sont prêts. Ça fait très longtemps qu'ils se préparent à ça. En 1936, en Espagne, en effet, si les anarchistes sont prêts, ce n'est pas seulement parce que depuis la fin du XIXe siècle, ils ont réalisé certains des exploits de la propagande par le fait, comme les attentats de la mystérieuse Mano Negra ou l'assassinat en 1912 du président du Conseil par Manuel Pardiñas Serrano, reconstitué ici pour les besoins d'un film semi-documentaire. Ce n'est pas non plus parce que certains des grands martyrs de la cause, comme les garrottés de Jerez de la Frontera, Francisco Ferrer ou les paysans assassinés de Casas Viejas, sont espagnols. Pas même parce que le journal des anarchistes catalans fait résonner les mêmes mots que le slogan de la révolution mexicaine,
Pas plus parce que certaines des grandes insurrections paysannes ou ouvrières eurent lieu au Levant, en Andalousie, dans la Rioja, en Catalogne, ou dernièrement dans les Asturies, avec sa révolution d'octobre matée par un certain général Franco aux ordres de la toute jeune démocratie bourgeoise. Non. Si les anarchistes espagnols sont prêts, c'est parce que le mouvement libertaire dans la péninsule est solidement organisé depuis l'origine. D'abord au sein d'une puissante section espagnole de l'Internationale ouvrière, puis de la FAI, Fédération anarchiste ibérique, et de la CNT, Confédération nationale du travail, qui est, à la veille du coup d'État de Franco, l'un des syndicats les plus fournis et le mieux structuré au monde. Le monde il est vaste, hein, mais c'est unique en Europe occidentale, que la principale force syndicale, mais ça ne se limite pas à ça, la principale force sociale, pas politique parce que le terme est ambigu, organisée, c'est la CNT. On a compté qu'à la fin du printemps 1936, c'est à peu près 1,5 million de gens qui sont adhérents à la Confédération nationale du travail sur l'ensemble de l'Espagne, dont pas loin d'une moitié en Catalogne. Avec seulement un salarié permanent. C'est incroyable quand on y pense. Un seul salarié pour une organisation aussi grande. En 1936, Macno est mort et Durruti est revenu en Espagne. Des élections ont lieu. Une fois n'est pas coutume, les organisations anarchistes qui ne présentent aucun candidat appellent leurs militants à voter pour le Front populaire. Grâce aux millions de voix des libertaires, une assemblée de gauche composée de socialistes, de républicains démocrates et de seulement quelques communistes, qui représentent alors une infime minorité du mouvement ouvrier espagnol, est élue de justesse. La réaction de la droite ne se fait pas attendre. Le général Franco somme toutes les casernes de prendre le contrôle du pays. C'est la guerre civile. Le coup d'État de Francisco Franco survient en 1936 et l'Espagne éclate comme une pastèque. D'un côté, il y a un front progressiste et de l'autre un front fasciste. Et pendant 3 ans, ça va être une opposition radicale. Comme en Italie ou en Allemagne, devant le putsch, la grande bourgeoisie applaudit. Les oligarques apportent leur soutien financier aux fascistes et les démocrates abdiquent. Le gouvernement de Front populaire abandonne. Au lieu d'appeler à la résistance, il démissionne 3 fois dans la même journée. Le peuple est livré à lui-même et une moitié du pays tombe sous la coupe de Franco. Les organisations libertaires lancent alors un appel général à la mobilisation. Partout, spontanément, comme un seul homme, les anarchistes se lèvent. En Catalogne, emmenés par Durruti qui dirige la défense de Barcelone, les libertaires mettent en échec les putschistes. Aux barricades, l'hymne de la CNT que Valeriano Robon, l'un des théoriciens de l'anarcho-syndicalisme espagnol, écrit en quelques heures, devient le cri de tout un peuple. Des colonnes se forment. Durruti est désigné délégué général d'une milice de combattants volontaires. Forte de 3000 hommes, divisée en plusieurs centuries qui portent les noms de leurs martyrs, comme la centurie Sacco et Vanzetti, la colonne Durruti, tout comme la colonne rouge et noire, marche sur Saragosse et converge vers l'Aragon pour combattre les armées fascistes. Et inspiré par la Magnofcina, Durruti et ses hommes font tout à la fois la guerre et la révolution. Ils font reculer le fascisme, ce que les armées républicaines postérieurement ne seront pas fait. Mais ils font reculer le fascisme, en particulier en Aragon. Et dès que les colonnes libèrent un village, immédiatement on y proclame le communisme libertaire. Dans chaque village par lequel passait la colonne Durruti, on discutait avec les paysans. Les anarchistes leur disaient que ça y est, ils pouvaient enlever les séparations entre les champs, créer de grandes zones collectives et travailler la terre tous ensemble. Dans leur marche, les libertaires chassent les maîtres et les dieux et annoncent la fin des privilèges. Sur les places des villages libérés, des danses nouvelles viennent remplacer les anciennes complaintes. Des couples se forment aux yeux de tous, on partage les terres, le travail et le pain, on donne la retraite aux anciens, on prend le temps de vivre. On invente des pratiques et on recrée des solidarités.
L'anarchisme pousse ici sa logique jusque dans ses ultimes retranchements. Assemblées paysannes, campagnes d'alphabétisation, plus de 800 villes et villages d'Espagne se mettent en commune. Et l'une des plus grandes expériences de collectivisation de l'histoire commence. Dans la pratique, c'est une explosion d'expériences, de nombreuses communautés, et pas un village de 200 habitants, qui supprime l'argent. Ah bon? Et on va vivre comment? Alors on invente, parce que ça, c'était pas dans les textes des théoriciens. On invente par exemple le salaire familial. Tout le monde travaille, on a une production, on la répartit comment? Au niveau des efforts de chacun? Non, au niveau des besoins de chacun. Ils avaient aboli l'argent. Ça semble incroyable aujourd'hui. Mais ils étaient des milliers. Ils s'organisaient. Bien sûr que sur ces territoires libérés, le clergé était exproprié. Et les anciens exploiteurs devaient désormais travailler main dans la main avec les paysans. Ça ne va pas se passer bien partout. Parce que dans un premier temps, on chasse la garde civile, on chasse ou on élimine les fascistes du village. Parfois, les troupes franquistes vont revenir. Et on imagine la répression qui va s'imposer. On parle d'églises incendiées. On parle aussi des curés tués par les anarchistes. C'est vrai, ça a eu lieu. Le pouvoir, quand il est repris par le peuple, génère ce genre d'action. Bakounine lui-même le disait. Il disait, quand la révolution arrive, il est inévitable que 100 têtes tombent. 100 têtes, ce n'est pas beaucoup quand on pense aux exactions commises par les fascistes. Grâce au matériel envoyé en quantité presque illimitée par Henry Ford et au soutien de troupes italiennes ou de la lugubre Légion Condor, les franquistes se livrent en effet à une véritable épuration sociale et un nettoyage idéologique. Comme à Séville, où 8000 personnes sont passées au fil de la baïonnette, ou comme à Guernica, où sans discernement, hommes, femmes et enfants sont écrasés sous les bombes. Malgré la terreur blanche qui s'abat, les demandes d'armes des libertaires aux démocraties bourgeoises, même publiées sur des timbres, restent lettres mortes. Les anarchistes peuvent cependant compter sur la solidarité internationale du mouvement qui, de journaux en conférence, appelle partout à rejoindre les rangs des insurgés. Le Français Sébastien Faure ou l'anarchiste cambrioleur Marius Jacob, l'Algérien Mohamed Saïl, l'Argentin Diego Abade de Santillan, le Belge Louis Mercier-Bégat, le Russe Georges Sosenko, Simone Veil qui s'engage dans la colonne d'Urruti, comme Emma Goldman qui, à plus de 67 ans, vient en Catalogne. Du monde entier, des hommes et des femmes arrivent en Espagne pour soutenir la révolution. Et avec les premières colonnes d'internationalistes, la brigade Abraham Lincoln, composée notamment d'IWW, le bataillon Malatesta que l'on surnomme bataillon de la mort, ou le bataillon Louise Michel venu de France, les révolutionnaires étrangers prennent soudain, en arrivant, la mesure du changement. Dans les pays d'où ils viennent, que ce soit des Français, des Anglais, des Américains, que ce soit des réfugiés, allemands ou italiens, les autres ils sont dans le camp de Franco, dans leur pays, il n'y a jamais eu, ils n'ont jamais, à aucun moment de leur histoire, rencontré un mouvement anarchiste de cette importance. On a un témoignage formidable avec George Orwell, qui est en Angleterre, qui fréquente non pas les milieux communistes, mais les milieux plutôt trotskistes, qui va venir en Espagne pour combattre. Il arrive à Barcelone, et c'est une véritable découverte. En Angleterre, il ignorait que les anarchistes existaient d'une part, et tenaient la ville. Alors l'ouvrage dont il s'agit a un titre bizarre, puisque c'est hommage à la Catalogne, mais il faut le lire, c'est formidable. En théorie, c'était l'égalité absolue. Et dans la pratique, il s'en fallait de peu. Nous avions comme un avant-goût du socialisme. Un grand nombre des mobiles normaux de la vie civilisée avaient absolument cessé d'exister. L'habituelle division en classes de la société avait presque disparu. Il n'y avait là que les paysans et nous. Et nul ne reconnaissait personne pour son maître. Pendant que les bataillons internationalistes partent soutenir les colonnes anarchistes sur le front, à l'arrière, devenus à leur tour conscients du rôle central joué par la propagande, les libertaires s'emparent de l'industrie du cinéma et, avec leurs faibles moyens, montrent les combats acharnés qu'ils livrent alors en Aragon. Mais dans cette guerre des images, où pour la première fois, ce sont eux qui filment, les anarchistes n'oublient pas de témoigner de l'ampleur et de la spécificité de leur révolution.
Les opérateurs de la CNT saisissent sur le vif une capitale insurgée. Premier reportage sur les événements de Barcelone, c'est le syndicat CNT, le syndicat des spectacles publics, qui le produit. Ils sortent dans la rue, voir ce qui se passe sur les barricades, de formidables images d'une ville en révolution. On n'en a pas pour Saint-Pétersbourg ou d'autres endroits. Là, on en a. C'est quoi une ville en révolution? Sur ces images, on voit une ville qui est pratiquement anarchiste, avec un enthousiasme populaire exceptionnel qui ne s'est plus jamais reproduit dans toute l'histoire. Ces images révèlent au monde l'importance et la cohérence de la révolution libertaire espagnole. Au milieu des restes de barricades et des centres de pouvoir détruits, les documentaristes anarchistes comme Félix Marquet dévoilent chaque étape du grand bouleversement. Ici, l'anarcho-syndicalisme fonctionne à plein et donne sa mesure. Toute forme de bureaucratie, de métiers non productifs, d'emploi de contremaîtres sont abolis. Les grandes décisions sont prises en conseil, les différentes tâches effectuées en commun, les moyens de production récupérés par la collectivité. En Catalogne, qui est de loin la première région industrielle d'Espagne, ce sont plus de 75% des entreprises qui sont autogérées. Les tramways, les taxis et les bus, les hôtels et les restaurants, les boulangeries, la pêche et les métiers de bouche, les ateliers de textile, l'industrie du cuir et des chaussures. Tous les petits commerces comme les plus grandes entreprises sont désormais gérés de façon collective, sans baisse de production ni réduction du rendement. La révolution s'attaque même à la culture qui redevient soudain populaire et sociale. Cinéma, orchestre symphonique, opéra ou cabaret sont gérés directement par les comédiens, les danseurs et les musiciens, les techniciens et les ouvreuses qui sont tous membres de la CNT. Emma Goldman, qui a 67 ans, est venue en Espagne soutenir la révolution catalane, peut déclarer « La collectivisation des usines et des terres représente la plus grande réussite de toutes les périodes révolutionnaires. Votre révolution va détruire pour toujours l'idée que le projet anarchiste signifie le chaos. Même si Franco gagne et que les anarchistes espagnols sont exterminés, votre travail continuera de vivre à jamais. » Ça signifie que l'anarchisme fonctionne. Ça fonctionne, mais à quelles conditions? À la condition qu'une majorité de la population soit convaincue par les principes libertaires. Il est donc possible de faire une société sans autorité et sans gouvernement, ou avec le minimum d'autorité et le minimum de gouvernement. Ce triomphe de l'anarchisme en Espagne trouve une expression dernière mais paradoxale le 4 novembre 1936, quand les républicains décident de former à Madrid un nouveau gouvernement de la victoire. Afin de rassembler les différentes forces antifascistes contre les franquistes, pour la première fois dans l'histoire, 4 libertaires deviennent ministres. Leur présence a d'un côté pour but de renforcer le gouvernement, mais elle est aussi un moyen pour les milices anarchistes d'obtenir des armes. C'est donc un peu du donnant-donnant. Mais ce sont des ministères qui n'ont pas vraiment d'importance. S'ils entrent au gouvernement, c'est dans un but stratégique. Ils le font en quelque sorte pour contrôler le gouvernement, pour empêcher que le gouvernement n'ait des menées anti-anarchistes. Dans la pratique, il n'y a pas eu plus d'armes pour les milices anarchistes. Et aux yeux des combattants, cette entrée au gouvernement a été au pire une trahison, au mieux une erreur. Et alors, il y a une scission entre la base anarchiste et ses 4 ministres. Le mouvement anarchiste commence à se scinder. Le Parti communiste, lui aussi représenté dans le gouvernement et qui jouit d'une place de plus en plus prépondérante grâce au soutien militaire que Staline apporte à la République, entend profiter de cette désunion. Il exige que la révolution libertaire soit ajournée et que les milices anarchistes désarmées soient réintégrées dans une armée régulière dirigée par des commissaires politiques. Le gouvernement et les 4 ministres votent cette proposition. Durruti considère cela comme une trahison. Il prend la parole. Si vous ne voulez pas que ceux qui luttent vous confondent, vous, à l'arrière, avec nos ennemis, accomplissez votre devoir. La guerre que nous menons actuellement est faite pour écraser l'ennemi au front. Est-il le seul ennemi? Non. L'ennemi, c'est aussi celui qui s'oppose aux conquêtes révolutionnaires qui se trouvent parmi nous et que nous écraserons également. Aux yeux des staliniens et des républicains, Durruti et sa colonne, qui tiennent l'Aragon, sont devenus trop forts, trop dangereux, trop radicaux. Il est urgent de reprendre le contrôle. À partir du moment où on veut changer radicalement
des choses. Les réformistes sont contre vous. Les staliniens qui veulent reconstituer une société hiérarchisée sont contre vous. Évidemment, la bourgeoisie aussi est contre vous. Et c'est à ce moment que les républicains sont pris dans un dilemme et que beaucoup d'entre eux disent on préfère l'ordre fasciste à l'anarchie. Pour affaiblir les anarchistes et avoir Durruti sous la main, le gouvernement décide alors de faire venir sa colonne à Madrid, qui est assiégée par les franquistes. Les libertaires sentent le piège, mais Durruti espère saisir cette occasion pour relancer le processus révolutionnaire dans la capitale espagnole. Sa mort, qui survient dans de troubles circonstances, laisse cours aux plus folles rumeurs. Il était dans une voiture et il a voulu comprendre la situation. Alors il est descendu de la voiture. Quand il revient dans la voiture, il meurt. Plus exactement, il reçoit une balle. Une des premières interprétations, c'est que c'est un assassinat. Un tir comme ça, à bout portant, ne peut être qu'un assassinat. Et c'est une thèse immédiatement propagée par les franquistes, qui disent que les républicains se tuent les uns les autres. Et puis cette thèse est reprise par le Parti communiste, qui dit que les anarchistes sont des petits bourgeois désorganisés et qu'ils se tuent entre eux. Mais pour moi, c'est un accident. Il y avait dans la voiture un soldat qui avait un fusil. Ces fusils qu'il y avait en ce temps-là, avec la sécurité qui ne fonctionnait pas vraiment. Et quand Durruti s'est levé, il reçoit le tir. Pendant la guerre, avec une personnalité comme Durruti, dire qu'il est mort bêtement à cause d'une arme qui ne fonctionnait pas bien, ça faisait un peu ridicule. Aujourd'hui encore, les circonstances de la mort de Durruti ne sont pas éclaircies. Son corps est transporté à travers le pays jusqu'à Barcelone. Plus de 500 000 personnes défilent jusqu'au cimetière de Montjuïc, où il est inhumé. C'est la dernière démonstration publique à grande échelle de la force des anarchistes pendant la guerre d'Espagne. Durruti était un symbole. Et sans Durruti, l'anarchisme restait sans figure de proue. L'anarchisme est une théorie politique qui prévoit la destruction du pouvoir. Ce n'est pas une stratégie de conquête politique. Le communisme, en revanche, oui. Et les communistes, qui n'étaient que 10 000 face à des millions et des millions d'anarchistes, réussissent en moins d'un an, appuyés par l'Union soviétique, à reprendre la situation en main. Et c'est alors que peut commencer la grande répression, qui va culminer avec les événements de mai 37, où il y a un affrontement. Et là, la révolution libertaire va être écrasée. C'est au cours de ce que l'histoire de l'anarchisme a retenu sous le nom des Journées de mai 1937, dont le film Land and Freedom de Ken Loach ne montre qu'une partie, que cet écrasement a lieu. Tout commence avec la bataille de la Telefónica. Depuis le début de la Révolution, les anarchistes contrôlent une partie de la centrale des téléphones de Barcelone. Les républicains, alliés aux staliniens, veulent à tout prix les en déloger, c'est l'étincelle. Le peuple de Barcelone élève des barricades. Malgré les appels au calme des ministres anarchistes, ils s'opposent, comme à Kronstadt 15 ans plus tôt, mais cette fois aux côtés des trotskistes du POUM, presque sans armes, à plus de 3000 gardes d'assaut, équipés et entraînés. Il y a une semaine d'affrontement. Il faut se souvenir que le putsch de Franco a été vaincu à Barcelone en 2 jours. Mais les combats, là, entre la base et le gouvernement, durent 7 jours, avec plus de 1000 morts et des centaines de blessés. Après la défaite des anarchistes pendant les journées de mai 1937 et la répression qui s'ensuit, les portes de Barcelone sont ouvertes aux fascistes. Des mesures contre-révolutionnaires du gouvernement républicain et stalinien peuvent se multiplier sur le petit territoire qu'ils contrôlent encore. Le 25 mai, la fédération anarchiste est exclue des tribunaux populaires. Le 6 juin, un décret gouvernemental rend illégales toutes les collectivités rurales.
Début août, le Conseil régional de défense d'Aragon est définitivement dissous. Fin août, les critiques vis-à-vis de l'URSS sont interdites. Le 6 janvier 1938, le gouvernement interdit l'émission de billets ou de monnaie par les comités. Et au cours de l'année 1938, le gouvernement annule tous les restes de la collectivisation et réintègre les grands propriétaires dans leurs droits. La révolution libertaire espagnole est vaincue. Et la Pravda de Moscou peut affirmer dans son éditorial « L'épuration des anarchistes a été menée à son terme, avec la même énergie qu'en Union soviétique. » La guerre d'Espagne se termine le 1er avril 1939. Beaucoup d'anarchistes sont internés en camps de concentration et beaucoup d'anarchistes sont aussi fusillés. C'est incroyable quand on compare le nombre de membres de la CNT ou de la Fédération anarchiste juste avant la Révolution sociale espagnole et ce qu'il en reste juste après la victoire du fascisme. On pourrait croire que c'est la répression fasciste qui est la cause de cette disparition. Mais en réalité, c'est surtout dû à la répression du gouvernement républicain en accord avec les staliniens. Et ça, tous les historiens le confirment. C'est un épisode profondément dramatique de l'histoire du XXe siècle, cette guerre d'Espagne. Même si c'est pas un épisode auquel on pense spontanément quand on fait l'histoire du XXe siècle. Pour moi, c'est un des points tournants, puis c'est quelque chose de sanglant, c'est quelque chose d'horrible dans l'histoire du XXe siècle, ce qui s'est passé là. L'abandon par les démocraties, les fascistes italiens, les nazis, donc l'URSS, les staliniens. Alors, le monde entier se ligue pour faire échouer cette expérience-là. Et comme vous le savez, elle échoue. En franchissant le col des Pyrénées, au milieu des foules de réfugiés qui prennent la route de l'exil, ceux qui ont survécu se demandent tout de même pourquoi ils ont perdu et où et quand ils vont pouvoir reprendre le combat. Si la situation des anarchistes après la Première Guerre mondiale était extrêmement difficile, la situation des anarchistes après l'échec de la Révolution espagnole est carrément catastrophique. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est quoi? De rejoindre les bolcheviks, de se convertir au fascisme. S'ils veulent continuer le combat, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'engager dans l'armée française pour combattre les nazis? Que faire? À part, entre guillemets, sauver votre peau. En avril 1939, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas encore commencé. Mais depuis les camps de concentration dans lesquels la France accueille les survivants de la Révolution espagnole, comment les anarchistes ibériques pourraient-ils en effet ne pas être désemparés? Surtout quand on se rappelle qu'Édouard Daladier, le président du Conseil français, qui avait déjà réimposé la semaine de 48 heures et signé les accords de Munich, décide de nommer premier ambassadeur auprès de Franco Philippe Pétain, le plus noble et le plus humain de nos chefs militaires, selon l'expression de Léon Blum. Mais si la situation est aussi difficile pour eux, comme pour tous les anarchistes au monde, c'est que la contre-révolution est en passe de triompher partout. Dans les pays fascistes, bien sûr, mais aussi dans les républiques socialistes ou dans les démocraties libérales, la réaction égrène son chapelet de mort. Comme lors du massacre du Memorial Day aux États-Unis d'Amérique, où la police de Chicago assassine des dizaines de travailleurs, dont une femme et 3 enfants. Et comme toujours, dans un monde qui se recouvre de barbelés, les libertaires sont parmi les premières cibles de la répression. Du Vernet à Oranienburg, ils sont très tôt rassemblés, déportés et, à l'image d'Éric Musam, exécutés. Car dans un contexte de crise généralisée du capitalisme, l'écrasement des révolutionnaires constituait pour la bourgeoisie le préliminaire nécessaire à son désir d'expansion. Et l'impérialisme que l'on reconnaît hier comme aujourd'hui à ceux qui n'a que le mot « paix » à la bouche, se préparait depuis longtemps à la guerre. L'Espagne, tout comme l'Abyssinie ou la Mandchourie, était bien plus que des répétitions générales. Tous les pactes de non-agression ne tendaient en réalité qu'à accélérer le processus déjà engagé et l'exacerbation des sentiments nationaux n'avait pour seul objectif que d'empêcher les travailleurs de s'unir. Il fallait donc auparavant à tout prix effacer jusqu'à la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui avaient aboli l'État, l'argent et les frontières et essayer envers et contre tout de bâtir un monde meilleur.
Et c'est ainsi que dans les ténèbres d'une nouvelle guerre mondiale qui libérera les passions les plus barbares et transformera la Terre en un vaste champ de ruines, alors que les travailleurs seront enrégimentés, fanatisés, réduits en esclavage ou en cendres, pouvait se perdre l'écho des dernières paroles de Dorothy. Nous avons toujours vécu dans la misère, et nous pourrions continuer de le faire pour un temps. Mais n'oubliez pas que nous, les travailleurs, sommes les seuls producteurs de richesse. C'est nous qui faisons fonctionner les machines, nous qui extrayons le charbon des mines, nous qui construisons les villes. Nous savons que nous n'hériterons que de ruines parce que la bourgeoisie essaiera de détruire le monde dans les derniers instants de son histoire. Mais nous n'avons pas peur des ruines, parce que nous portons un monde nouveau dans notre cœur. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune